Comment tu arrives à te blinder quand tu vois par exemple un corps coupé en deux? Et donc le mec en fait est cassé en deux, pas coupé en deux. Le haut de son corps est vers le haut et le bas de son corps est vers le bas. Oh, à quel moment il y a eu cette bascule de l'entrepreneuriat justement où tu as arrêté le pompier? Les gens sous-estiment l'impact de l'expérience. Et l'expérience, c'est un des seuls trucs où t'as pas trop de shortcut. Tout évolue, tout change en permanence. Ah ouais. Et à partir du moment où on commence à vouloir figer quelque chose, Souvent les gens pensent qu'ils vont étudier un projet super bien et ils vont jamais passer à l'action parce qu'ils vont toujours l'étudier encore un peu. Oui. Et ils vont se dire ah mais quand Ouais. ça sera parfait Ouais. j'irai et puis ils y vont jamais. comment Et tu gères ça d'ailleurs, le stress, en tant qu'entrepreneur? il y a 10 ans je suis incapable de penser où je suis maintenant. Impossible. Chewing-gum, c'est tout con. Et chewing-gum, tu prends des milliers de Ah ouais microplastiques à chaque fois que tu manges un chewing-gum. Tout le monde sous-estime la moisissure. T'as de la moisissure chez toi, machin qui remonte. C'est un des trucs les plus mauvais pour la santé qui existe. Est-ce que tu aurais un rêve, toi, d'être immortel? Un enfant de 10 ans, 1 an pour lui, c'est 10% de sa vie. Un papy de 100 ans, 1 an pour lui, c'est 1% de sa vie. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être pleinement heureux, par exemple? Bienvenue sur la chaîne Biceps et Brocoli. Aujourd'hui, je rigole parce qu'il rigole déjà. J'ai un invité assez exceptionnel que je suis très content d'avoir. C'est Yann Darwin. Salut, Salut, ça va? ça va très bien. Ouais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Yann Darwin, il a juste un compte YouTube à 1,3 million, même un peu plus. 3 et quelques. 3 et quelques. Ouais. Ah, il aime bien les petits peu plus. C'est un entrepreneur évidemment à succès, spécialisé dans l'immobilier et dans les cryptos. On peut dire ça? Ouais, surtout l'immobilier, mais en effet, je parle de finance au sens large, donc Très large. crypto, la bourse, etc. Ouais. Voilà. Et il prend soin de lui. C'est ça qui est génial aussi. Donc on va pouvoir parler de tout ça. J'essaye. Tu peux nous raconter un peu ton parcours? Je crois que tu as été pompier avant et tout. Donc attends, avant que tu commences, ce que j'adore chez Yann, pour moi, c'est une grande source d'inspiration, parce qu'il est parti de rien, un peu comme moi d'ailleurs, et il est monté à un stade, où j'en suis encore très loin d'ailleurs, il est monté à un stade d'entrepreneuriat et de succès dans plein de domaines d'ailleurs, et qui est assez exceptionnel. Donc je trouve que c'est une source d'inspiration qui est incroyable, et je suis vraiment content que tu puisses nous partager dire plein de titres par rapport à ça, voir comment tu gères aussi ta santé, ton physique, avec une vie entrepreneuriale assez riche. Et donc voilà, donc j'aimerais bien savoir ton petit parcours quand tu as démarré. Parti de rien, arrivé à pas grand chose, comme dirait l'autre. Ouais, j'étais pompier, tu l'as dit. J'étais pompier professionnel à 25-26 ans. À Clermont-Ferrand, c'est ça? À Clermont-Ferrand. Ok. Je suis rentré, j'ai eu le concours en 2007, j'étais volontaire. Après, je suis rentré professionnel en 2009. Donc ça remonte un petit peu maintenant. Et voilà, je suis resté 7 ans en gros, en tout, Ok. entre mon parcours en volontaire professionnel. Au milieu, j'ai pris, parce que je tentais déjà de monter des boîtes et de faire des trucs, donc j'ai pris des années sabbatiques, je suis revenu, je suis reparti, etc. Mais en gros, ouais, j'ai eu ce parcours, on va dire, quand je suis vraiment parti pour de vrai, pour ne plus revenir, on était en 2016. Et c'est quoi qui t'a déclenché tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale ou il y a eu un déclencheur à un moment donné de dire ah mais attends, ça me plaît aussi? Non, j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale, mais sans le comprendre, sans savoir que c'était de l'entrepreneuriat. Parce que je voulais faire de l'immobilier, puis après je voulais faire un truc de basket, de sneakers sur Internet parce que je voulais faire du e-commerce et j'aimais bien les pompes. Enfin, voilà, en fait, je voulais tenter des trucs. Je réfléchissais même pas, est-ce que je suis un entrepreneur ou est-ce que je voulais faire de l'argent, je voulais monter des projets, tu vois. Ce qui était le plus simple pour moi, c'était l'immobilier. Ok. Parce que c'est quand même un domaine que tout le monde comprend un petit peu, même si au début tu crois que tu comprends rien, mais voilà, c'est facile, quoi, c'est tangible. Ouais. Et puis quand tu es pompier, tu es fonctionnaire, tu as un salaire de fonctionnaire, même s'il n'est pas très haut, tu peux emprunter. Donc j'ai commencé par là. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être pompier? T'as un rêve de gamin ou c'est quoi? Non, je te jure, comment ça s'est passé, c'est que moi je voulais pas faire d'études, donc j'ai eu le bac quand même, parce que mes parents me disaient faut que tu aies le bac, comme d'habitude, tu vois. Donc j'ai dit vas-y, je vais passer le bac, après vous arrêtez de me saouler. Donc j'ai eu 10,02 au bac, donc tu vois la mention branleur. Et après j'ai dit je fais pas d'études, donc je pars bosser direct. Et donc je suis allé faire mes 1000 trucs, j'ai fait des saisons, j'étais animateur en colo, en classe verte, j'ai bossé dans des garages, enfin voilà, j'ai fait plein de trucs. Et au fur et à mesure de ce parcours-là, à un moment, je me suis retrouvé dans une espèce de formation qui était un BPGEPS, que tu dois connaître parce que ça existe dans le sport, mais là c'était, je me rappelle même plus de la spécialité, métier socio-culturel, mon cul, une branlette. Et j'étais dans un stage, dans une espèce de maison de quartier, etc. Et j'avais rien à foutre, et je traînais sur Internet. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et j'en avais marre de ce boulot, j'en avais marre de ce BPGEPS, parce que moi j'aimais bien quand ça bouge, et j'étais vraiment de la branlette. Et je regarde les concours qu'on peut passer, vraiment sur Internet. Et je vois concours de la fonction publique, la poste, le machin, le truc, la magistrature, etc. Et je vois sapeur-pompier professionnel.
Et je regarde un peu, tu sais, le job. Je me dis, putain, ça a l'air bien, ça. Tu fais du sport, tout le monde t'aime bien, ça bouge, tu vois, il y a de l'action, etc. Tu bosses la nuit. Et en fait, je dis, vas-y, je le tente. Donc, je me renseigne. Il y a des épreuves sportives, bien sûr. J'avais déjà un niveau Toi, en tu faisais sport. déjà du sport. Ouais, moi, je fais du sport depuis que j'ai 15-16 ans, quoi. Quand tu commences, quand t'es ado, tu t'arrêtes jamais, tu vois. Enfin, même, je faisais du sport même quand j'étais gamin, Mais d'ailleurs. tu faisais quoi comme sport? Mais mes parents m'inscrivaient au judo, etc. Enfin, j'ai fait Ok. du sport toute ma vie, mais je veux dire la partie muscu qui peut-être nous intéresse plus à 15-16 ans, quoi. Ok. Mais oui, non, j'ai tout fait. J'ai fait du judo, du tir à l'arc, machin. Enfin, j'ai toujours D'accord. fait du sport. Et donc, je regarde les épreuves sportives, bah, ça va, quoi. C'est un Luc Léger palier 9, c'est ce genre de Ouais, truc. ouais. Il faut courir un 10 000 mètres, je sais plus ce qu'il y avait. Ça va. Donc, je me dis, je m'entraîne quand même et je le tente. Donc, je m'entraîne sportivement, machin. Il y a aussi des épreuves écrites, il y a un oral. Je le tente, je le passe, je l'ai. Premier coup. Et je dis, bah vas-y. Excellent. Ok. Et tu rentres sapeur-pompier. Et je rentre professionnel. Dans l'intervalle, j'étais devenu également volontaire parce que Ok. je me dis, quitte à vouloir devenir professionnel, vas-y, mets déjà un premier pied. Donc je suis devenu volontaire, j'ai fait les deux en parallèle. Et puis voilà. Et Donc, je combien de temps t'es resté sapeur-pompier? te dis, je suis rentré volontaire en 2007, pro en 2009 et je suis parti en 2016. Ouais, 9 ans quoi. Un peu. 9 ans si tu comptes les années de volontaire et 7 ans si tu comptes que les années de pro. D'accord. T'as des moments qui t'ont, j'imagine, particulièrement marqué en tant que pompier? J'imagine que t'as eu des drames, des trucs. enfin, Ouais, mais en vrai, ça fait partie du métier, donc tu es un peu blindé. C'est pas les trucs qui me restent. Ah Tu ouais. vois, c'est-à-dire que même la plupart des interventions. Moi, j'étais dans un gros centre, hein, CSP Clermont-Ferrand, donc c'est la plus grosse caserne d'Auvergne, Ok. qui fait genre, à l'époque où j'y étais, quasiment 10 000 départs 10 000 interventions par an. Ça doit faire un peu plus aujourd'hui. Donc voilà, ça bouge quoi. Une grosse journée, quand tu es à la première ambulance, tu peux faire 20 Ah ouais. interventions quoi. Donc j'ai vu C'était des gardes de quoi? 24 heures? 24 heures, ouais. Ok. Donc, tu bosses de 7h le matin à 7h le lendemain. Donc ouais, j'ai vu plein de trucs, mais en fait, ça devient un peu la routine et t'en oublies la majeure partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que je cherche pour me rappeler. Mais t'as- Sauf, il y a 2-3 interventions, des gros cartons, si tu te rappelles, parce que c'était, tu vois, soit ça t'est réveillé en plein milieu de la nuit, etc. Je peux te raconter si tu veux après. Mais la plupart, je m'en rappelle pas. Par Ok. contre, quand je me promène dans la ville, Ah ouais. mémoire visuelle. Je dis, ah tiens, à cette adresse, j'ai fait ça. Ah tiens, là, j'ai fait une petite mamie. Ah là, il y avait ça. Ah là, je suis rentré par la fenêtre ici. Tu vois. Mais j'ai pas le souvenir de je sais pas combien j'ai fait d'inter. Ça doit se Oui, compter- ça j'imagine. doit se compter. Par milliers, non? Pas plusieurs milliers, je pense, mais oui, plus de 1000, oui, certainement. Ok. Je t'avoue que je. Et t'as quelque chose qui t'a, là comme ça, qui t'a traumatisé? Non. Non, parce que ça fait partie du. Tu peux pas, Oui, mais tu quand peux même, pas être traumatisé. J'imagine quand tu vois des Non, mais enfants. si t'es traumatisé, tu peux pas faire ce métier. Ouais, je comprends. Mais t'as des choses quand même qui doivent te marquer, quoi. T'as des Non? choses qui te marquent. Tes enfants. Moi, enfin, je sais pas, t'avoue ou que j'ai fait en sorte de me blinder avant, même trop tôt en fait. Mais comment t'as fait pour te blinder? Comment t'arrives à te blinder quand tu vois, par exemple, un corps coupé en deux ou un enfant enfin, tu vois, comment tu fais? Alors moi, j'ai eu la chance de pas trop faire d'enfants. Bah, pas des trucs graves. En effet, j'ai des souvenirs d'inter où j'étais de garde ce jour-là, mais j'étais pas sur l'inter. Les collègues, ils te racontent des trucs un peu marquants, genre ouais, t'as deux jumeaux en bas âge, je sais pas, 3 ans, tu vois, qui échappent à la surveillance de leur père et qui se noient dans la piscine de la maison, tu vois. Ouais. Ça, je l'ai pas fait. Ok. J'imagine que c'est un peu plus dur Ouais, ouais. que mamie, tu vois, qui tombe du premier étage. Donc ouais, j'ai fait des trucs durs. T'as mais déjà eu bon. une mamie qui tombe le premier? Ouais, j'ai fait plein de trucs. Mec, On sait jamais. Hein. ce que, j'ai fait trop de trucs. J'ai fait, je sais pas, les mecs qui se jettent sous les trains. Tu veux des trucs un peu marquants, Ah, ouais. mais ça, c'est- Les mecs qui se jettent sous des trains, c'est hard, ça. c'est un peu hard. Ouais. Parce que c'est quoi, Mais c'est- c'est hard parce que c'est gore, quoi. Oui, c'est ça, c'était caché, quoi. Ouais, c'est du puzzle, ouais. Mais en fait, tu t'enroules sous le train. Enfin, si le train a de la vitesse. Ouais, Mais souvent, il a de la vitesse parce qu'il ne jette pas, voilà. ouais. En fait, tu t'enroules sous le train et ça t'arrache, quoi. Et c'est des morceaux partout. Donc, il reste un morceau de fémur, un morceau de. Voilà. Et ça, non, ça, tu te blindes. Ça, c'est un peu gore, mais ça va parce que tu t'y prépares. Et une fois que tu as vu une fois, deux fois, trois fois, le mec qui met la main dans le hachoir, etc., tous ces trucs-là. Comment dire? Si tu as peur de ça, tu peux pas faire ce métier. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu es dans l'inter, bon, alors le mec qui est sous le train, t'as rien à faire. Hein, donc c'est limite, t'es un touriste. Tu vois ce que je veux dire? Tu sécurises un peu et puis t'as rien à faire. Mais je veux dire, par exemple, un mec qui met. C'est vous qui ramassez les morceaux? Excuse-moi. Non, c'est- non, non. C'est Ah, les c'est pas pompes vous funèbres, non. Ah, c'est Pompes Funèbres qui Ouais, ramassent les morceaux, ouais, d'accord. Ok. ouais. Heureusement d'ailleurs. Non, mais on sait jamais. Non, hein. ça heureusement. Ok. Ça peut nous arriver de faire des trucs, genre de dépendre un pendu, ce genre de truc. Si on doit faire des gestes. T'as un pendu, il est là depuis 3 semaines, il est sec. Ah ouais. C'est juste un bridou saucisson, tu vois. On fait beaucoup d'humour noir chez les pompiers. On ne touche pas, parce qu'il n'y a rien à faire. Mais attends, excuse-moi, je rentre dans le détail. Vas-y. Il est sec, c'est-à-dire qu'il a pas eu son sang? Comment ça se passe? Je comprends pas. Ouais, en fait, Quand tu dis il est sec, c'est quoi? Il est c'est c'est déshydraté? C'est quoi? Ouais, en C'est fait, comme un jambon de en pays, fait c'est quoi? quand tu meurs, Ouais.
le corps va réagir de différentes façons suivant l'environnement dans lequel tu es. Ok. La plupart du temps, dans la majeure partie des cas, vraiment tu décomposes, tu pourris. Ouais, c'est ça, ok. Donc c'est-à-dire que tu vas avoir, suivant l'humidité, etc., des phases qui peuvent être un peu différentes, mais en gros, tu vas gonfler, parce que tous les gaz, etc., vont se libérer, l'intérieur va se liquéfier, donc il y a du méthane, etc. Et puis, après cette phase de gonflement, le gaz va sortir, machin. Ça dépend si les insectes ont accès à toi ou pas. Donc, si tu es dans un endroit super bien fermé, il n'y a pas d'insectes, en général, tu vas passer cette phase-là, tu vas te momifier. C'est-à-dire que tout va se rétracter, tu vas sécher. C'est typiquement ce qui arrive à un pendu, en fait, parce que comme il ne touche pas le sol… Si tout est bien fermé et que les mouches ne peuvent pas rentrer, qu'il n'y a pas d'insectes, oui. Ok. Okay. Sinon, c'est les vers, c'est… Sinon, c'est les vers, les mouches, machin, ça, et là, pareil, ça te nettoie un corps. C'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Et puis l'odeur. C'est horrible. Mais l'odeur dans tous les cas. Ah. Mais les mouches, les insectes, etc., ça nettoie un corps. C'est-à-dire que ça mange tout, quoi. Mais par contre, si tu arrives dans la phase où ils sont là depuis, je sais pas, une semaine, bah, il reste de la viande, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est hardcore. Ça, c'est un peu… En fait, ça, c'est limite plus hardcore qu'un mec qui a la main dans le hachoir. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'un mec qui a la main dans le hachoir, il est conscient, il a sa main arrachée, machin, il est incarcéré, il faut découper, etc. Tu es dans l'action, tu es dans l'intervention, tu as des choses à faire. Donc tu es concentré. Un mec qui est pendu avec des vers partout, etc., c'est juste dégueulasse, tu vois. Ça pue, c'est terrible. Donc ça, c'est limite plus dur psychologiquement qu'un gars pour qui tu peux faire quelque chose, un accident de voiture où il y a plusieurs gens à prendre en fait, tu es charge. tellement concentré à lui sauver la vie, entre guillemets. Oui. Ouais, t'es dans l'action. Regarde, j'ai fait un mec, moi, tiens, un truc qui m'a marqué. Plus on va en parler, plus ça va me revenir. Un jour, on fait, je sais pas si tu veux faire un épisode sur les pompiers, mais on est parti. Non, mais moi j'adore. Attends, non, mais moi j'aime bien. Alors, on va pas faire tout, mais j'aime bien. Ok, je t'en donne quelques-unes. Un jour, on part sur un accident de voiture. On appelle ça un AVP chez les pompiers. Donc, AVP, ça veut dire accident de voie publique. Moto, ensuite on dit quoi contre quoi. Donc 2 VL, 2 voitures, moto, voiture, moto, poids lourd. Donc là, on part un AVP moto, poids lourd. En général, moto poids lourd, ça pue. Ah ouais. Tu vois. Et donc, on a un groupe d'engins, on part pas genre tout seul, machin. Donc, il y a une ambulance, bien sûr, pour une ambulance par blessé. Donc là, il y a une ambulance qui part pour le motard. Et il y a ce qu'on appelle un fourgon de secours routier qui fait ce qu'on appelle le secours routier. Ça va être la désincarcération, ça va être la sécurisation, ça va être soulever un truc avec des vérins, ça va être découper une portière, etc. etc. Donc vraiment, quand on voit les voitures après les cartons, tu sais, dans le journal, ah, la voiture elle a explosé, etc. Mais en fait, non. C'est juste que le journaliste n'explique pas que la voiture a été découpée par les pompiers. Elle n'est pas comme ça dans l'accident. Ouais. Donc moi, je suis au fourgon de secours routier. Bon, bref. Le mec, tu vois une double voie, le camion veut faire demi-tour. Mais un camion peut faire demi-tour. Il ne se met pas sur la voie de gauche. Il doit ouvrir son rayon de virage. Donc un camion pour se faire demi-tour, il l'ouvre, il se met sur la voie de droite et il fait demi-tour. Le motard n'a pas compris que le camion voulait faire demi-tour. Je ne sais pas s'il y avait clignotant, pas clignotant, je ne suis pas de la police. Donc il trace. Il trace sur la voie de gauche pour doubler le camion. Le camion commence à tourner. Le motard panique, il se couche, il glisse, il passe sous les essieux. Le camion ne l'entend pas, ne le sent pas. Ouais. Il continue son demi-tour. Oh bordel. Okay. Donc le mec s'enroule autour de l'essieu. Et nous, quand on arrive, donc moi je suis le mec qu'on pourrait appeler l'écureuil, qu'on appelle l'écureuil entre nous. C'est quoi l'écureuil? L'écureuil, c'est le mec qu'on dit, toi, tu vas aller, souvent on prend un petit agile, etc., ou un peu celui qui passe, on dit, toi, tu vas aller au contact de la victime. Donc par exemple, dans une voiture, le mec est incarcéré, la voiture elle est toute cassée, tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas te faufiler. Okay, là, il fallait se faufiler sous le nom d'écureuil. Donc là, il fallait se faufiler sous le camion. Donc je vais sous le camion. Les autres, pendant ce temps-là, sécurisent, machin, font leur truc. Et donc le mec, en fait, est cassé en deux. Alors il a… Quand tu dis cassé en deux, il a le corps coupé en deux? Quand je dis… Non, cassé en deux, pas coupé en deux. C'est-à-dire que, je ne sais pas si le haut est passé sous les cieux ou le bas, mais bref. Le haut de son corps est vers le haut, sur le dos, et le bas de son corps est vers le bas. Oh, ah oui, complètement tordu. Cassé. Donc la colonne est… La colonne est cassée. Il est toujours vivant, là? Il gaspe. Alors, c'est un espèce de mouvement réflexe de respiration. Okay. Il est en arrêt cardio, je pense. Mais oui, physiquement, pour toi, il est vivant parce que tu le vois bouger. Mais bon, il s'est mal engagé, tu vois. Et il est encore bloqué parce que toutes les voitures ayant klaxonné, le mec a fini par s'arrêter quand même. Donc, en plus, il est bloqué sous les cieux. Donc, c'est pas genre on peut juste le tirer, essayer de faire des trucs tout de suite. C'est pour pouvoir commencer à faire des trucs et éventuellement massage cardiaque, etc. Bah, faut le sortir du camion. Et là, s'engage toute la procédure de lever le camion, machin. Et donc je me rappelle des images, parce que ça, en effet, je suis resté longtemps, c'était 30 minutes tout le bordel avec lui, tu vois. Et donc on met ce qu'on appelle un écarteur, on cale le truc, on soulève, etc. Donc ça, c'était un peu touchy, tu vois. Mais finalement, quand je suis sur l'intervention,
Là, je m'en rappelle parce que oui, c'était marquant. Je suis en dessous, je me rappelle. En plus, le camion bougeait parce qu'à un moment, mes collègues s'appuyaient dessus. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Je leur dis, oh, arrêtez de vous appuyer, il bouge le bordel, je suis en dessous. Donc voilà, mais il n'y avait plus rien à faire. Hein. Là, le mec, ça faisait 15 minutes le temps qu'on installe tout. J'imagine qu'il est décédé. Et là, on a pris le pouls, il n'y a plus rien. Et tu peux rien faire, quoi. Il est sous le camion. Donc tu vois, je m'en rappelle parce que c'est drôle en langage pompier. Tu vois, c'est-à-dire que l'inter, on se rappelle, elle est marquante. Mais quand je suis sur l'inter, il n'y a pas d'appréhension plus que ça. En fait, tu fais juste super attention à que le truc ne crie pas, tu ne peux pas te le prendre sur la gueule. Et je reviens juste sur le hachoir, excuse-moi. Je terminerai avec ça. Quand tu dis que le mec il avait la main dans le hachoir. Ça arrive très souvent, ça. Hein. Ah ouais. Faites attention, les gens qui nous regardaient, avec tous les appareils. Mais quand t'arrives, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu le coupes la main? Comment? Non. Non, excuse-moi, mais j'essaye de comprendre. Non, ça, s'ils doivent amputer, ils le font à l'hôpital. Ah, voilà. Quand t'arrives... Donc en fait, tu découpes tout le bloc? Ouais, tu découpes tout le bloc. C'est toi qui découpes? Ouais, c'est cité au secours routier, parce que là, on va envoyer un secours routier pour découper. C'est toi qui découpes, ouais. Okay. Alors soit on découpe le bloc, soit on découpe la table, soit on arrive à démonter le bordel. Donc t'es mécano aussi, quoi, non? Ouais. Ah là, mais là, c'est de l'improvisation. Hein. Oh. Donc, tu as des outils de force, tu as des vérins, tu as des pinces qui peuvent couper 15 tonnes, etc. Incroyable. Mais c'est de l'impro, quoi. D'accord. Et il y a le médecin du SAMU qui, pendant ce temps, la technique, le mec, antidouleur, machin truc, pour le stabiliser, quoi. Parce qu'on sait que la main, c'est mal engagé, mais lui, il faut qu'il survive, tu vois. Donc, c'est une hémorragie, etc. Je rebondis toujours sur ton métier de pompier, parce que j'imagine que tu as vu dans la population, tout type de population, socio-culturelle et tout. Donc, tu as vu aussi la misère humaine. Tu vois le pire. Tu vois le pire? Ouais, tu vois le pire. Est-ce que ça t'a changé dans ta façon de voir le monde? Oui. Tu peux nous raconter un peu? En fait, les gens imaginent que pompier, c'est un métier où le bordel sonne, tu pars en courant, tu vas sur une intervention. C'est exactement ça. Sauf que le bordel sonne, mais les gens qui appellent, la fréquence de leurs appels dépend de leur catégorie, on va dire, socio-culturelle ou de détresse ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si je te prends la population générale française, est-ce que tu as déjà appelé les pompiers une fois ou deux? Non. Voilà. La plupart des gens n'ont jamais appelé les pompiers, ou alors une fois ou deux, il y a eu un accident, un vrai truc, et ils appellent. Sauf que plus tu descends dans la détresse, et plus les gens appellent les pompiers pour tout et rien. Parce qu'ils n'ont pas conscience que tu peux prendre un moyen pour quelqu'un d'autre, que ça coûte de l'argent, que machin, que truc. Et on arrive en plus sur vraiment des gens qui ne comprennent plus rien, qui t'insultent, etc. Parce qu'ils te comparent à l'État, à la police, à tout ce que tu veux. Et donc en fait, quand tu es pompier, tu vois tout ce côté-là. Mais tu le vois beaucoup plus, puisque statistiquement, il arrive beaucoup plus. Et oui. Parce que statistiquement, et c'est comme ça, il y a beaucoup plus de feux de voiture dans les cités que de feux de voiture dans la rue. C'est assez rare qu'une voiture prenne feu comme ça, ça arrive de temps en temps. Mais en général, tous les 90% des feux de voiture qu'on fait, c'est volontaire. C'est des jeunes qui ont mis le feu. Les feux de poubelle, pareil. C'est assez rare qu'on jette un mégot dans une poubelle et prenne feu. Alors que les feux de poubelle dans les quartiers, c'est toutes les nuits. On sous-estime grandement le nombre d'agressions, de rixes, de coups de couteau, de coups de bouteille. Donc toi, tu vois tout ça au quotidien. Tu vois tout ça au quotidien. Et en plus, moi, j'ai fait du téléphone, donc le CODIS. Donc les mecs qui répondent au 18, c'est des pompiers en général. Donc on t'envoie au cours de ta carrière là-bas. Donc là, tu vois encore plus parce que tu filtres. C'est-à-dire que quand tu es sur le terrain, on t'envoie quand, soit il y a un doute, soit on est obligé de t'envoyer, soit il y a un vrai truc. Mais au téléphone, alors là, moi j'ai des gens qui m'ont appelé parce que leur carte marchait pas pour faire le plein, parce que y a un mec qui nous a... ouais. À une époque, je les enregistrais, je suis dégoûté, je les ai plus. Ah ouais. Ah mais vraiment là, c'est Cassosland. Mais c'est incroyable. C'est Cassosland. Mais du coup, t'en retires quoi de ça? T'as un regard du coup qui est... Tu vois? Quand t'es dedans 24/24, un certain dégoût. Ouais. Oui. Maintenant, avec le recul, plus du tout, parce que j'ai un peu l'impression d'avoir eu un extrait de ce qu'est la vie, tu vois. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Mais quand t'es dedans, bien sûr. Mais tu crois encore à l'humain? Je t'avoue que ça te... On fait toutes sortes de trucs, hein. Non mais quand il y a une petite... C'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment. Ouais. Parce que t'as tel vécu que... Quand t'as une gamine de 17 ans qui s'est fait violer à 4h du matin, ils appellent qui, les gens? Les pompiers, la police. Donc tu vas chercher cette fille avec les flics, et c'est toi qui l'emmènes à l'hôpital, dans l'ambulance, tu lui parles. Alors il n'y a pas d'urgence, mais... Ouais, mais t'es face au traumatisme en fait. Tu vois. Et après tu fais des trucs cool, tu fais des accouchements, tu fais voilà... On sous-estime grandement le nombre de pendus, de gens qui se pendent.
c'est... Je sais pas combien j'ai fait de pendus dans ma carrière. Je pense vraiment... J'ai pas eu une longue carrière. Hein. Je pense que j'en ai fait 30, 40. Ah, c'est fou. Comment tu perçois la nature humaine, du coup? T'es optimiste ou pessimiste sur la nature humaine? Ou comment tu analyses la nature humaine? Tu l'analyses plus froidement. T'es un peu moins idéaliste. Mais par contre, moi, je reste optimiste. Justement, limite, vu que tu as vu à quel point ça pouvait être la merde pour certaines personnes, t'as aussi, moi je vois aussi comme un peu le truc, j'ai fait mon devoir, tu vois, en tant qu'humain, tu vois, j'ai fait ma bonne action. Donc c'est juste, j'ai l'impression que ça m'a donné un peu plus de recul, tu vois. Mais après, il y a énormément de beaux côtés, là on rentre dans le dark. Oui, bien sûr. Mais franchement, c'est un super métier. L'immense majorité des mecs avec qui tu bosses, c'est des super mecs qui sont compétents. On fait du sport, machin. J'imagine aussi, tu as eu des remerciements de victimes que tu as sauvées. Ouais, bien sûr. Et ça, les gens t'adorent, hein. Les gens t'adorent, contrairement aux flics. Et pourtant, on bosse avec les flics tous les jours. Et c'est rigolo parce que tu bosses avec les flics tous les jours, parce qu'on se voit souvent quand même, parce que souvent on va sur les mêmes inters. Tout le monde déteste les flics, tout le monde adore les pompiers. Donc je leur laisse leur place. Ouais, tu m'étonnes. Ça t'a jamais branché d'être policier, non? Franchement, la BAC, ça m'aurait amusé. Mais pareil, ça m'aurait amusé 1 an, 2 ans. Parce que alors là, c'est encore pire. Mais c'est pire. Mais alors là, tu vois vraiment le surdéchet du... C'est dur, là. T'es croyant, toi? Non. Athée, agnostique? Agnostique, on peut dire, ouais. Tu sais pas, on sait pas. C'est ça, ok. Intéressant. À quel moment il y a eu cette bascule de l'entrepreneuriat, justement, où tu as arrêté le pompier, que tu es devenu entrepreneur? En même temps. En fait, quand je faisais mes gardes, donc moi j'étais en 24-48. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné? Non. Ou pas? Ça s'est fait progressivement? Ça se fait même avant, en fait. Quand j'étais gamin, j'aimais bien les histoires d'entrepreneurs, j'aimais bien suivre ce qui se passait, ado, tu vois. Je voulais être riche plus tard, je ne savais pas comment. Donc en fait, jamais dans ma vie, et même encore aujourd'hui, je pars du principe que je vais toujours faire la même chose. Je sais que les choses évoluent. Quand j'étais pompier, je savais très bien que je n'allais pas faire toute ma carrière. Et du coup, c'est trop bien, parce que tu es là, tu en profites à fond, tu tentes, tu fais des trucs à côté, et après tu changes un peu, tu reviens, tu repars. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dire et que moi je perçois aussi de la vie, c'est que tout évolue et tout change en permanence. Et à partir du moment où on commence à vouloir figer quelque chose, c'est sûr qu'à un moment donné, de toute façon, ça va évoluer. Donc, il y a une forme de comment dirais-je, pas de détresse, mais de déception, parce que tout change dans la vie, tout change. Et c'est vrai qu'en voulant garder des choses toujours fixes, comme c'est une loi presque universelle de l'univers, tout change, tout évolue, même la Terre n'existera plus dans 5 milliards d'années, etc. Donc, tout évolue, tout change. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. T'aurais, toi, si par exemple, tu aimerais te parler à toi-même, c'est-à-dire que tu reviens à ces époques-là, en 2009, 2008, t'aimerais, toi, en tant que Yann Darwin d'aujourd'hui, 2025, donner un conseil à cet homme qui avait, enfin, je ne sais pas quel âge tu avais à l'époque, mais qui avait quoi, 25 ans? Ouais, j'avais oui, c'est ça, 25, 26 ans. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Peut-être pour gagner du temps, ou je ne sais pas. Ouais, je pourrais me donner des conseils pour gagner du temps. Pour pas faire des conneries, pour aller plus vite dans l'immobilier, etc. Parce qu'en parallèle, je te dis, je bossais en garde de 24, 48. Donc je bossais 24 et j'avais 48 heures de repos. J'allais faire des chantiers, j'allais faire des extras dans des bars, j'allais faire mon immobilier, j'apprenais, etc. Mais en même temps, ça t'a servi pour... Mais en même temps, c'est ça qui fait que j'en suis là, tu vois. Donc c'est-à-dire que si je vais me donner des conseils, est-ce que je ne vais pas casser le continuum espace-temps? Et oui, bien sûr, bien sûr. Après, oui, je pourrais me donner 1000 conseils pour aller plus vite, pour ne pas faire de conneries, pour faire moins de conneries. Et il y a un petit jeune là qui nous suit, ou même un moi jeune, il y a des gens qui... Moi, l'entrepreneuriat, je l'ai attaqué très tard, à 35-36 ans, tu vois. En fait, les gens, j'ai un très bon conseil. Les gens sous-estiment l'impact de l'expérience. Et l'expérience, c'est un des seuls trucs où tu n'as pas trop de shortcuts. Alors oui, tu peux apprendre des autres, écouter des podcasts, lire des bouquins, etc. Et quand tu vois une multitude de gens qui te disent la même chose ou qui ont fait telle ou telle erreur, bon, tu en as conscience, donc tu peux les éviter. Mais l'expérience, dans son sens un peu pur, aussi elle s'acquiert, quoi. Tu n'as pas trop le choix d'aller sur le terrain, tu dois aller visiter, par exemple, si on prend le cas de l'immobilier, faire des offres, tenter des trucs, etc., rencontrer des gens. Et en fait, souvent les gens pensent qu'ils vont étudier un projet super bien, moi j'appelle ça les gens qui sont en démo, toujours pareil. Et ils vont jamais passer à l'action parce qu'ils vont toujours l'étudier encore un peu mieux. Et ils vont se dire, ah, mais quand ça sera parfait, j'irai. Et puis ils n'y vont jamais. Et puis quand ils y vont, ils se disent, ah, ça marche pas, j'arrête, etc., etc. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que l'expérience est importante. Si tu regardes
tout dans la vie. Mes connaissances, elles ont fait une courbe exponentielle. Elles n'ont pas fait une courbe linéaire. Mon patrimoine, le nombre de biens que j'ai achetés, le nombre d'argent que j'ai déployé, le nombre d'associés, tout fait une courbe exponentielle grâce à cette expérience. Parce que tu ne vas pas un peu plus vite, tu vas beaucoup plus vite. Mais il faut accepter qu'au début, il faut se la faire cette expérience. Oui. Tu as une courbe exponentielle, c'est plat au début, c'est long à monter. Ouais. Par contre, quand ça monte, ça commence à péter. Okay. Donc, fait est mieux que parfait, il faut tenter des trucs, il faut persévérer, il ne faut pas du tout avoir peur de pivoter. Combien de fois on a pivoté chez Green Bull? Bien sûr, bien sûr. Et toutes les boîtes qu'on a aujourd'hui, il y en a plein qui n'existaient pas il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Il y a des boîtes qui existaient il y a 3-4 ans qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a des concepts, etc. On change tout le temps. Parce que c'est ça, être entrepreneur. Ouais. Et c'est pareil pour être artiste. Tu veux percer, tu es artiste, ça ne va pas se faire en 2 secondes. Ouais, c'est clair. Tu fais de la musique, etc. Et en fait, ce chemin-là, cette expérience est super important. Et je crois que c'est Bill Gates qui dit ça, ou en tout cas on lui prête. On surestime ce qu'on peut faire en 1 an, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Et c'est tellement vrai. On veut faire très vite, on se dit dans 1 an je serai là. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est souvent mission impossible. Ouais. Par contre, on ne se dit jamais dans 10 ans je serai là, parce qu'on n'a pas conscience là, de cette expérience et de cette exponentialité. Il y a 10 ans, je suis incapable de penser où je suis maintenant. Impossible. C'est vrai ce que tu dis. Et souvent, quand on est au début, justement, en fait, on ne se rend pas compte que y a beaucoup d'années de galère, ou de mois de galère. Après, ça dépend, des fois, il y a des chances aussi qui arrivent au bon moment. Mais en fait, c'est toujours très difficile au départ de démarrer. J'ai l'impression, enfin, en tout cas, c'est ce que la majorité des gens, souvent, c'est ça. En fait, c'est très dur de démarrer. Par contre, une fois que tu as démarré, tu as compris quelques trucs, après, ça peut aller très, très vite. Et justement, c'est ce que tu parles. C'est-à-dire qu'on est là, et puis, à un moment donné, il y a des choses qui se passent, tu comprends? Et d'un coup, ça peut accélérer. Et là, par contre, ça se démultiplie. C'est ça qui est génial, en fait. Exactement. Ouais, donc c'est passionnant. Ok, donc, tu arrêtes les pompiers. Ouais. Tu deviens entrepreneur dans l'immobilier. Ça se fait pas d'un seul coup. Ça se fait, j'arrête 6 mois, je reviens, j'arrête 1 an, je reviens. Donc, tu vois, année sabbatique, disponibilité quand tu es fonctionnaire. Donc, en fait, je fais déjà de l'immobilier. Je fais du marchand de biens, j'ai une agence, machin, etc. J'arrête. Ok, ça se passe pas trop mal. Ah, c'est quand même un peu plus dur que je pensais. Je reviens, je continue, j'arrête, je reviens, jusqu'à 2 fois, jusqu'à plus jamais revenir en fait. Ok, pourquoi? Parce que tu gagnais suffisamment d'argent? Ouais, je gagnais suffisamment et puis je me suis dit maintenant c'est le moment. Je me sentais prêt tout simplement. Voilà. Et je gagnais beaucoup plus que ce que je gagnais en tant que pompier. Donc, oui, donc voilà. là ça a été évident. Ouais, en fait, ce qui me retenait au départ, c'était juste de me dire si j'ai plus mon CDI, ça va être plus dur d'emprunter à la banque. Donc j'ai attendu aussi que ma boîte ait une taille critique pour pouvoir me payer correctement dans ma boîte, en CDI, payer mes charges, machin, avec un salaire beaucoup plus gros, pour que je puisse continuer à emprunter, que ça ne me bloque pas trop. Ok. Donc là, tu es entrepreneur dans l'immobilier, essentiellement? Ouais. C'est ça? Ouais. À quel moment tu as la bascule, par exemple, pour entrer dans Green Bull et t'associer? Parce que c'est aussi, tu es quasiment seul ou peut-être déjà associé, mais à quel moment tu te dis, bon, ça fonctionne bien, ouais. Tu étais déjà, je crois, le numéro 1 en France dans l'immobilier, ou pas loin? J'étais parmi les plus gros, oui, j'étais déjà un peu connu. Je faisais du YouTube depuis. Quand je suis arrivé, que j'ai connu les mecs, je faisais du YouTube depuis 2 ans, peut-être quelque chose comme ça. Okay. Mais c'était le YouTube de l'époque qui n'est pas du tout celui d'aujourd'hui. Okay. J'ai commencé en 2016, YouTube. Tu vois, donc c'était plus facile à l'époque, c'est ça que tu veux dire? Il y avait moins de gens, ouais, voilà, donc. Mais c'était aussi beaucoup plus honteux. Il n'y avait pas de youtubeurs professionnels, etc. C'était des gens, ils faisaient ça un peu dans leur coin. Enfin, il y avait les mecs qui faisaient de l'humour, les Squeezie, etc. Mais il y avait pas. C'était pas trop encore un business, tu vois. Ouais, je vois. Okay. C'était bizarre de partager ces trucs sur YouTube. Moi, je partageais pas, mes amis, ma famille, etc. C'était un peu honteux, quoi. Surtout qu'on n'avait pas de moyens. On n'avait pas un beau studio. Toi, chez toi, c'est dégueulasse. Donc moi, je faisais juste un peu suivre mon quotidien. Ça dépend en fait. C'est-à-dire qu'il s'est passé 2 ans sur YouTube avant que je rejoigne mes associés chez Green Bull, mais il s'est passé 7 ans, 8 ans d'immobilier. Tu vois. Ah bon, ok. Parce que j'ai commencé l'immobilier, mes toutes premières opérations, etc. 2010, 2011. Ensuite, j'ai jamais arrêté et on s'est associés ensemble chez Green Bull fin 2017-2018. Qu'est-ce qui t'a fait t'associer? J'étais tout seul. Ou alors, j'étais pas tout seul sur toutes les OP, parce que j'avais notamment un associé, plusieurs, mais un. Tu pouvais être dans ton confort, être seul, que ça marchait. En plus, ça marchait bien déjà à l'époque. Oui, j'étais pas marié dans le sens où on l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que je faisais des OP avec des gens ciblés. Okay. Donc là, on fait une OP, hop, on déboucle, peut-être on en fait une autre, peut-être pas. Ouais. Green Bull, la discussion, c'était on se marie. C'est-à-dire on y va, on fait tout ensemble. On mange, on pisse, on chie. Ah ouais. Green Bull. Ouais. Il n'y a plus de petits side projects.
on met tout ensemble, toutes nos activités, toutes celles à venir, toutes celles qu'on créera, toutes celles qu'on pourrait éventuellement racheter. Bon, à l'époque, on ne parlait pas de ça. Parce qu'on est plus fort ensemble. C'était le pari. Et moi, ça m'a plu, ça. Quand je suis arrivé, moi, ma boîte faisait déjà pas mal de chiffre d'affaires. J'étais tout seul, j'avais juste un petit gars à distance qui n'était même pas salarié, qui était freelance. Je me payais bien. Tu aurais pu aussi garder ce confort-là. Ouais, j'aurais pu. Mais tu as vu Mais à l'époque, plus grand, en fait. À l'époque, si je l'avais fait, ma vie n'aurait absolument pas changé. J'aurais continué à gagner plus, etc. Et je suis sûr que je serais beaucoup plus riche que ce que j'étais à l'époque aujourd'hui. Je ne me serais pas planté. Mais par contre, je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. C'est sûr. Là, tu as senti Là, j'ai senti encore plus. L'accélération. Parce que forcément, quand tu es associé à des gens bien et de la bonne façon, ça permet de se faire confiance sur chacun des pôles. Et une bonne association, ce n'est pas une association où tout le monde double-check ce que fait l'autre. Une bonne association, c'est tout le monde fait ses trucs comme si on n'était pas associé. Ouais, sa responsabilité. Sa responsabilité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des trucs que tu fais, c'est exactement comme si tu n'étais pas associé. Ça, c'est très important ce que tu dis. C'est super important, ça. C'est super important parce que souvent, on a tendance à se reposer sur l'autre. Bah oui, on se dit, attends, on va valider, Mais double valider, parce ça. que mon associé, on est plus fort ensemble. Mais ça, c'est une connerie. Et en fait, on n'avance pas. Ouais. C'est pas comme ça qu'on s'associe. On s'associe en mode, oui, il y a bien sûr des choses qu'on va faire ensemble, il y a des synergies, etc. Mais il y a quand même un socle super important de là, toi, Chris, t'es fort sur tel truc. Ça, tu le fais comme si t'étais tout seul. Ouais. Parce qu'il n'y a que toi qui peux le porter, tu vas aller beaucoup plus vite, ça sert à rien d'aller faire des branlettes. Parce que pendant ce temps-là, ton autre associé, il va faire un autre truc, comme s'il était tout seul. Et en plus, on met en commun certains autres trucs et c'est comme ça que ça explose. Et c'est comme ça que ça a explosé. Ok. Très intéressant. Voilà. Bon, alors je sais que tu es toujours sportif et tu fais toujours attention à ce que tu manges. Ouais. Enfin, des fois oui, des fois non. Oui. Je sais, non, mais je te dis ça parce que, bon, vous savez que Yam est rentré aussi dans Green Bull, donc on est aussi associés. Donc je le vois faire. Et souvent au restaurant, je le vois, je suis toujours surpris. Il prend son petit poisson, c'est vrai, tu fais souvent attention. Alors des fois un peu moins suivant ta vie privée. Je suis très extrême. Ah, t'es très extrême. Raconte-nous ça, s'il te plaît. C'est-à-dire que... Parce que tu fais attention à ton corps, tu fais attention à ta santé, en général. C'est un point qui est très important chez toi, je le sais. Oui. Donc, raconte-nous comment tu gères ça face au stress, par rapport... tu vas à droite, à gauche, tu n'arrêtes pas, tu as des repas, tu as des... Bref, comment tu gères ça pour maintenir ta santé, ton physique, enfin tout, quoi. Moi, je suis quelqu'un de très extrême. Et j'ai besoin de ça dans ma vie. Je ne peux pas faire un truc vite fait. Donc, soit je fais à fond, soit je ne fais pas. Là, actuellement, on est à la rentrée, et j'ai passé un été où j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire, je bois tous les jours, je fais de la fête, je bouffe, je suis en voyage. Tu regardes pas, pas les couilles, tu profites. Je vais quasiment pas à la salle. Bon, je marche heureusement, je vais à la salle de temps en temps et je profite. Ok. Je suis en road trip autour de l'Europe, etc. Je suis dans la voiture, tu connais le road trip, hein, tu t'arrêtes station-service, c'est clair. bonbon, je fais n'importe quoi. Ça te fait quoi 2 mois? Ah ouais. Ok. Ah ouais. Mec, je suis monté à 99 kilos, je fais 1m76 les amis. 99 Okay, je suis rentré là à Dubaï, je faisais 99 kilos. Okay 99 ouais. Ah ouais. Ah, t'as perdu là. J'ai perdu là, je suis à 91. Ah ouais. Je suis rentré à Dubaï, je faisais 99 kilos. Mais tu vois, regarde, on est quoi là? On est fin septembre. Ouais. Je faisais 99 kilos le 1er septembre. J'ai perdu 8 kilos. 8 kilos en même pas un mois. Oui. Parce que je fais le truc à fond. Là, je suis en déficit de 2000 calories par jour. C'est pas compliqué. 1000 calories bouffe, 1000 calories sport. Je marche 2 heures par jour. Attends, tu manges que 1000 calories par jour là? Ouais, je mange 1200 calories à peu près. Ah ouais. 1200, 1300. Ouais. Ah ouais. Ah, mais j'ai pas le temps. Mais après, je vais pas tenir ça toute ma sèche. Bien sûr, bien sûr. Mais là, il fallait que ça. Parce que je me déteste. Je me vomis. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, je vomis aucun souvenir qui ont conduit à ça, tu vois. Quand je suis rentré à Dubaï, je me suis regardé, j'ai fait, ouais, là, t'es dégueulasse, mon pote. Donc, en fait, il faut que je sois extrême. Et là, je sais que voilà, je vais tenir ça encore un mois ou deux. Alors, je vais calmer le déficit, etc. Parce que je ne vais pas non plus perdre toute ma masse musculaire. Mais là, j'étais trop, tu vois, c'était pas possible. Et voilà, et l'idée, c'est d'aller me restabiliser. Et après, en effet, toute l'année, je suis assez sérieux. Je vais à la salle, etc. Et je fais super gaffe à ma santé. Je fais beaucoup de prises de sang, etc. Et c'est aussi ça. C'est-à-dire que moi, tous les trimestres, je fais un full bilan sanguin. Plus, s'il y a quelque chose dans le full bilan sanguin, une investigation. Et je fais tous les tests. Alors, ça va dépendre du test. Par exemple, le full screening cancer, je le fais une fois par an, etc. Donc, je suis super aware d'où j'en suis dans mon corps. Tu vois, j'ai le whoop, j'ai machin. Donc, j'arrive aussi à piloter pas trop mal. C'est-à-dire que je prends du poids, je vois quelques constantes qui vont pas bien, mais ça va, tu vois. T'as fait un bilan du coup là en revenant de vacances ou pas? Non, j'ai fait un bilan juste avant. Et là, à 99 kilos, il n'y a aucune chance que je fasse un bilan, je vais me suicider.
Donc là, je vais en faire un la semaine prochaine. Là, Ok. j'ai perdu 9 Oui, t'as kilos. attendu que ça revienne un peu plus à la Je peux normale. pas, je buvais Oui, tous non, les jours. c'est Non, mais logique. vraiment, c'était n'importe quoi. Ah ouais. Non, les vacances, c'est les vacances. Enfin, Ok. tu vois, on travaille comme des Ouais, chiens enfin, les toute vacances de l'année. 2 mois, excuse-moi. Non, mais oui. À Pump It Up. Après, j'ai bossé un petit peu, etc. Non, mais- non, C'était mais- pas 2 mois full vacances. Par contre, Je c'était sais, ça, 2 je mois sais. de voyage n'importe quoi. Je parlais sur ta santé, je parlais Oui. pas, évidemment. Oui, Comme parce que- entrepreneur, on travaille tout le temps, même quand on est en vacances. Mais on en chie toute l'année. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire on bosse, tu vois, on fait pas semblant. Oui, puis le stress que ça engendre. Il y a ça- du stress. Comment Et- tu gères ça d'ailleurs, toi, le stress, en tant qu'entrepreneur? Parce que c'est vrai qu'on voit à l'extérieur, tu te dis non, mais c'est bon, Yann, ça va. Je suis moins stressé qu'avant. Ok. T'es plus serein peut-être. Ouais. Ok. J'étais beaucoup plus stressé avant parce que plus tu avances dans ton parcours d'entrepreneur, si tu te démerdes pas trop mal, ça veut dire que tu as du succès. Plus tu as du succès, plus tu es sécure quand même dans ta vie. Ouais, c'est clair. Tu vois. Puis même financièrement, t'es C'est ça. plus tranquille. Ouais. Tu te dis, je serai pas à la Ça rue va. demain, quoi. Ouais, c'est ça. Je Ok. dis, bon, bah, si la boîte elle se plante demain, Ouais. c'est très dommage, mais j'ai plus besoin de travailler. Oui, voilà, Ça c'est veut ça. dire- Donc, Donc t'as une sécurité. donc, on a une sécurité qui te. Voilà. Donc je suis beaucoup moins stressé qu'avant. Après, bien sûr qu'il y a des pics de stress et tout, mais. En fait, j'ai vécu, et c'est encore une fois l'expérience dont je te parle. C'est-à-dire que j'ai vécu vraiment, je dirais, 8-10 ans compliqués, où j'ai charbonné, j'ai pris très peu de vacances, j'étais très stressé, j'ai mis ma boîte avant ma santé, etc., etc. Mais il fallait le faire. Maintenant, j'arrive sur un moment où je fais très gaffe à ma santé. Par contre, je m'accorde des folies, mais je sais aussi revenir en arrière parce que niveau nutrition, etc., je me suis formé, je comprends les choses. Niveau sport, j'en ai fait toute ma vie, machin. Et donc, je trouve que j'ai le bon niveau et je me sens plus trop. Voilà. Tu peux me dire une journée type dans ton assiette? Là, quand t'es en perte de poids? Ah là, en ce moment-là Ouais. Ah bah là, c'est n'importe quoi. Là, c'est poisson blanc, Vas-y, haricots dis-moi, verts. dis-moi. Au petit déj, je prends quoi? Je jeûne. Je fais intermittent fasting, comme ça Ok. je gagne de la calorie. Ouais. Donc je mange à partir de midi, donc ça me fait minimum 16 heures de jeûne. Ok. Poisson blanc, haricots verts. Attends, tu manges quoi à ton premier repas? Ah, moi, je veux le Poisson détail. blanc, haricots verts. Poisson blanc à quoi? Ouais. C'est sec. Ok. Poulet, haricots verts. Ok. Voilà, ce genre de truc. Salade, concombre, Ok. tu connais. Ouais. Après, je mange pas l'après-midi. Et le soir, pareil, même genre de repas. En fait, il faut manger toujours la même chose. Oui, oui, parce que sinon tu cultives le goût. Enfin, c'est un C'est problème. salade. Moi, celle qui est incroyable, c'est l'immense salade concombre-carotte. Parce Ouais. que tu peux en bouffer 1 kilo. Et ouais, ça fait du volume alimentaire. Ça fait du volume, tu es Ouais. à 100 calories, t'as mangé 1 kilo. Donc ça. Et puis après, c'est soit poulet, soit poisson blanc. Parfois du riz noir, mais pas trop. Patates douces, pas trop. Franchement, c'est beaucoup de légumes verts. Hein. Et oui. Haricots Ouais. verts, machin, etc. Tu Là, prends des compléments avec ça? Genre multivitamines comme ça ou pas? Pas trop. Pas trop si je prends. Magnésium, je crois que tu prends un peu? Non, même pas? Non, parce que là, mes prises de sang ressortent pas trop comme ça. Ok. Donc là, je suis plus Ah, tu en fais en mode. fonction de tes prises de sang? Ouais. Ah, intéressant. Là, donc je suis plus en mode probiotique. Parce que j'ai pris des antibiotiques il n'y a pas longtemps. Là, donc Ah, ouais, voilà, donc, probiotique. Qu'est-ce que je prends? Je prends B2K. B2K. Je sais plus le numéro du K. K1, K2, K3 K2. K2 K2 cassette ou Ouais, un truc comme Ouais. ça. vitamine K2, ouais. Je prends un peu d'Irilis, bien sûr. On est des hommes, on n'est pas des hommes. Pour garder le. Voilà. De la créatine, obligatoire. Ouais. Je mégadose la créatine. J'ai lu beaucoup d'études, ça m'a plu, notamment Ouais. pour les effets Ouais. sur le cerveau, etc. Ouais, exactement. Et voilà, c'est tout. Hein. Ok. Ok, impeccable. Au niveau entraînement? Au niveau entraînement, bah là, je suis vraiment dans la phase où je me détestais. Ok. Donc, 0 muscu, Ah ouais. NEAT, 2 heures de marche par jour minimum. Ok. Ah ouais, voilà, c'est moine. Un moine, tu vois, un moine Incroyable, Shaolin. ok. Du coup, même pas de muscu, Non. juste de la marche, de la Ouais, là, marche. pendant un mois. Et là, j'ai réintroduit ce matin. Ah Je ouais, fais ma d'accord, première ok. séance de muscu ce matin. D'accord. Et là, je vais repartir en mode séance muscu classique, 3-4 fois par semaine et marche. Ok. Voilà. L'idée étant de bouger tous les jours. Récup active, machin. Ok. Excellent. Et tu t'entraînes. C'est quand que tu t'entraînes le matin? Tu t'entraînes à quel moment? Soit le matin, là c'était ce matin, C'est pas évident soit entre midi et 2. de concilier ça. Soit tu entre midi et 2 si je fais un jeûne plus long. vois. Ok. Parfois je fais des jeûnes, je mange pas le midi. Sans rentrer dans le détail de ta vie privée, Oui. comment tu gères, par exemple, une diète comme ça, Ouais. quand tu vis à deux? Ouais. Est-ce que la personne avec qui tu vis accepte ça? Enfin, est-ce qu'elle subit ça? Parce que c'est quand même Non, assez... non, elle me fait à manger et tout. D'accord. Mais elle mange différemment de toi ou elle mange un peu comme toi? Comment? Pas trop parce qu'elle aussi elle fait attention, machin, elle aime bien. Ah oui, elle fait quand même attention. Donc là, du coup, ça se marie plutôt pas là mal. ça se marie bien. Ok. Parfois elle peut manger différent quand je suis trop extrême. Ouais.
Mais ça se fait bien. On commande souvent à Dubaï. Hein, tu sais. Ouais, c'est vrai. Alors là, je suis en sèche, vraiment, donc il y a 0 commande. Mais après, là, quand j'arrête, on commande souvent. Souvent, on commande la même chose, mais on commande sur des trucs, tu sais, gym food, machin, des trucs de fit, quoi. Moi, elle mange bien, donc j'ai pas trop de soucis. Quand elle fait des écarts, elle en fait parce que c'est une dame. Et on sait très bien que suivant la période du mois, les humeurs, etc., des fois, ça part complètement en couille. Souvent, elle les fait toute seule. Je suis assez fort. Et j'aime pas trop le sucré en plus. D'accord. Donc, tu me commandes une boîte de cookies. C'est vrai que t'es pas très sucré. Ouais, éventuellement, je vais mettre un croc, mais. Ok. Tu as un conseil sur des. Je sais qu'il y a beaucoup de couples où il y a des gens qui veulent perdre du poids et l'autre s'en fiche complètement. Tu as un conseil à donner Tu es obligé d'avoir du soutien. D'ailleurs, au début. Comment D'ailleurs, au début, quand on est rentré de vacances, vu qu'on était dans cette routine de faire un peu nimp, Ouais. de boire du vin et tout, machin, elle était un peu en mode ah, c'est bon, moi je t'aime bien comme ça, machin. Je lui ai dit si tu me soutiens pas, c'est impossible. Je lui ai dit c'est obligé qu'il faut que tu me soutiennes. Et elle a dit bah oui, c'est vrai. Enfin, elle est revenue en mode normal, quoi. C'est juste que. Voilà. Ouais, donc tu as eu une petite conversation. Là, t'es obligé. T'es obligé. Ouais, c'est hyper compliqué. C'est impossible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok. C'est intéressant parce que souvent on se sent seul, quoi, tu vois. Mais dans des couples et tout ça. Il faut quand même une force mentale, tu vois. Parce qu'en fait, c'est très simple d'arriver et de dire allez, c'est bon, je me mets au vert. Ça dure 3 jours. C'est dur de tenir la longueur. Là moi, je pars pour, franchement, 99, je partais pour minimum dans ma tête 3 mois, tu vois. Et je sais que le premier mois, il va être hardcore. Ouais. Et en plus, je sais la deuxième chose, c'est que là où j'en suis maintenant, j'ai perdu peut-être la moitié du poids que je dois perdre. Je commence à dire oh, ça commence à aller, machin. C'est très facile là c'est un piège. Ah, je sais. C'est très facile. Ouais, c'est bon. Mais non, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc voilà. Ouais. Moi, je suis un peu dans le même cap. Moi, c'est pareil. Là, pendant 4 mois, j'ai pris aussi du poids. Alors, pas autant que toi. Moi, mais j'ai repris comme du poids. Tu m'as vu là, juste quand on est. Je dis, ah, ça va. Hein. Mon visage. Oh, c'était terrible. Ouais. Tout le monde m'a dit. Tous les salariés, tout le monde m'a dit. Mais je rentrais plus dans mes. J'ai dû racheter des fringues et tout. Les cuisses. Quand t'es incarcéré au niveau des cuisses, c'est pas bon. J'ai pris mes mesures. Attends, non, juste pour rigoler. Juste, je vais vous annoncer. C'est bon parce que j'y suis plus. Mais je vais juste vous annoncer mon tour de taille, abdomen là. Ok. 108,4. Ah oui, c'était pas mal. Quand je suis rentré. Ah 108 points. C'est un tonneau. Voilà. Là, je suis redescendu sous 100. Tu parlais tout à l'heure des prises de sang, et c'est vrai qu'à Dubaï, il y a cette culture vraiment du biohacking, et de tout analyser. C'est hyper facile ici. Ouais. On va dans n'importe quelle pharmacie, ils te font un check-up complet, prise de sang, ils te font un check-up. Ça, c'est vraiment génial ici. Comment tu vois l'avenir de ça, toi? Parce que je sais que tu es friand de ça. Je suis convaincu que la médecine préventive, avec IA, robotique, etc., est une des industries, même pas de demain, d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je suis convaincu qu'il y a énormément d'argent là-dedans. On va y aller avec Green Bull d'ailleurs. On étudie ça, on pousse, on est 2-3 au sein des associés à vraiment vouloir y aller, à étudier ça sérieusement. Et oui, c'est un sujet immense aujourd'hui. En plus, avec les progrès de l'IA, prix Nobel, repliement des protéines, là, le modèle GPT-4B qui fait des folies sur les études pour les cellules, etc. Il est évident que la longévité, en bonne santé. Mais c'est ça, en bonne santé. C'est un sujet de maintenant et des années à venir de malade. Parce que les gens vont vouloir vivre plus longtemps, etc., en bonne santé, correctement. On améliore de plus en plus nos qualités de vie. Alors, je te parle du scénario où tout va bien, je ne parle pas du scénario où tout part en couille. Et ouais, moi j'adore ça. Je trouve ça super geek de voir où t'en es précisément, machin. Mec, regarde. Pour les gens qui nous écoutent, super intéressant. Je fais pas à chaque fois la full prise de sang métaux lourds parce qu'elle coûte méga cher et que ça sert à rien de la faire tous les 3 mois. J'en ai fait une là il y a 6 mois. J'ai un taux d'étain dans le sang. Tout est ok, le plomb, machin, tous les trucs qu'on penserait. Étain. Truc on est en 4e, on soude avec. Ouais, grave. J'avais un taux d'étain 24 fois supérieur au seuil maximum. Donc là déjà tu connectes les dots. Tu connectes ce qu'on appelle le mental fog en anglais, là, c'est qu'en français, c'est le manque de clarté, tu vois. Tu sens que ton cerveau est lent. Mais Ça, c'est un symptôme de l'intoxication aux métaux lourds. Ton cerveau est lent, tu vois. Et j'avais ça depuis 2-3 mois, je me disais, ou même plus, je me disais, mais je sais pas, je suis fatigué, ou machin, tu te poses toutes les questions du monde, tu es déshydraté ou tout ce que tu veux. Et en fait, j'avais un taux d'étain, mec, 24 fois supérieur. Du coup, tu t'es peut-être posé la question, où est-ce que je chope de l'étain, quoi. Exactement. Et t'as trouvé?
Ça m'a pris un bon mois. J'ai tout fait, tous les jours. ChatGPT, machin. J'ai coupé un truc. J'ai remis. Les canettes, les trucs. Ah, je bois beaucoup de soda. Ah non, c'est pas ça. J'ai fait des recherches. J'ai commandé des bandelettes de tests, etc. C'était un truc tout con. Extrêmement con. C'était mon dentifrice. Oh, putain. Il y a un sujet incroyable sur les cosmétiques qui est fou. Il y a une forme de fluor. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je te le retrouve après. On va le noter. Il faut qu'on le note à tout prix. Ouais. Il y a une forme de fluor. S'il est marqué sur ton dentifrice, tu t'empoisonnes, mon pote. J'ai arrêté ce dentifrice du jour au lendemain. J'ai fait une chélation là, avec de la chlorella, machin, super dosé, machin. J'ai refait la prise de sang 3 mois après, plus rien. Okay. Zéro. J'aurais continué ça toute ma vie. En plus, le dentifrice, tu ne changes pas en général. Tu as tout le temps le même. Mec, tu t'empoisonnes. Et ma clarté mentale, ma rapidité s'est améliorée, etc. J'ai vu des... Les perturbants endocriniens, c'est un sujet moi qui me passionne parce qu'il y en a partout, il y en a vraiment partout, notamment dans les cosmétiques. Alors les femmes, je ne raconte même pas dans le maquillage, c'est une catastrophe. Faut tout scanner là, ma femme elle fait Yuka là. Ouais, mais moi c'est pareil. Moi, tu sais ce que je fais maintenant? Je prends le produit, je prends en photo, je vais GPT, je dis trouve-moi tous les perturbateurs endocriniens qu'il peut y avoir dedans. Je check tout parce que c'est un vrai poison, que ce soit pour les hommes, pour tout ce qui est il y a une connerie, mais on le voit aujourd'hui dans la population, les hommes se deviennent de plus en plus féminins. La testo. La testo, elle en chute. Les spermatozoïdes, je n'en parle même pas, c'est une catastrophe. Et on le sait, c'est... Moi, par exemple, je sais que ça choque beaucoup de personnes, mais moi, par exemple, quand je prends ma douche, je mets très peu de savon, des choses comme ça. Mes cheveux, moi, c'est calo. Déjà, je ne mets pas de savon, je ne mets pas de shampoing dans mes cheveux. Bon, toi, tu n'as pas ce problème-là. Mais moi, je mets du savon. Je fais tout au savon. Mais voilà, quand je nettoie mes parties intimes ou mes aisselles, parce que c'est les seules parties encore que je nettoie avec entre guillemets, du savon, je fais attention de prendre vraiment un savon... où j'ai checké la liste des ingrédients, où je prends un savon de Marseille ou un truc comme ça, où je sais que la liste des ingrédients est très courte. Et c'est un vrai sujet parce que c'est un vrai problème aujourd'hui. Truc de fou. Les crèmes, j'en parle même pas. Enfin, il y a plein de problèmes. Le dentifrice, en parlait, c'est pareil. Tous les jours, tu mets ça dans ta bouche, plusieurs fois par jour. En plus, là, les capillaires sanguins, etc., ça passe direct dans le c'est clair. C'est abusé. C'est clair. Mais c'est pas un peu d'éteint, c'est 25 fois la putain de dose maximale. Tu vois, c'est fou. Et c'est un vrai problème de santé publique, les perturbateurs endocriniens. Déjà qu'il y en a dans l'atmosphère, la respiration, dans l'eau. Ça aussi, c'est un truc que je n'ai pas réglé encore. Il faudrait que j'achète une gourde, un filtre ou un truc à filtre parce que on sait que la moitié des perturbateurs endocriniens sont dans l'eau. Les microplastiques, etc. Les microplastiques, c'est pareil. Un chewing-gum, c'est tout con. Les chewing-gums, tu prends des milliers de microplastiques à chaque fois que tu manges un chewing-gum. J'en mange plus, ça m'a choqué. Quand j'ai vu la quantité de microplastiques quand tu me bouffes un chewing-gum, ça m'a totalement traumatisé. Je ne bouffe plus de chewing-gum. J'en bouffais pas beaucoup, mais là encore moins. Putain, faut que j'arrête les chewing-gums, t'es en train de me dire? Arrêtez. Parce que moi, j'en bouffe. Je suis pas extrême, tu vois, mais peut-être en manger moins, tu vois. Parce que les chewing-gums, au niveau des microplastiques, c'est une catastrophe. Ah, j'ai regardé ça. Tu vois. Tu sais, les bouteilles d'eau, les bouteilles en plastique, c'est terrible. Et là, il y a eu un truc sur les bouteilles en verre. T'as suivi ce truc-là? Non. Incroyable. Les bouteilles en verre? Bouteilles en plastique, ça fait des microplastiques. Ouais. Et ça va. Alors, surtout si la bouteille reste au soleil, tout comme ça. Exactement. Voilà. Donc, tout le monde achète des bouteilles en verre. En tout cas, les gens qui font attention à ça, moi le premier. Sauf que les bouteilles en verre. Du coup, ils ont dit, bah viens, on va tester de façon sérieuse les bouteilles en verre. Il y a plus. Alors, je sais pas dans quel plus, tu vois, à quel niveau plus, par rapport à quelle marque, etc. Mais bref, il y a une étude qui montre qu'il y a plus de microplastiques dans les bouteilles en verre. Pourquoi? Parce que tu te dis, c'est complètement débile, c'est pas possible. Mais si. Parce que le bouchon de la bouteille en verre n'est pas le même que le bouchon de la bouteille en plastique. Tu as déjà vu une bouchon de bouteille en verre? Tu l'ouvres et à l'intérieur, il y a cette espèce de liner là, bleu là, exact. Qui n'a rien à voir avec les bouteilles en plastique, puisque la bouteille en plastique, elle fait mieux le joint avec le plastique qui est le même là. Donc là, tu as un bouchon avec ce truc en plastique. Et ce truc, quand tu le fermes et que tu le rouvres et que tu le fermes et que tu le rouvres, ça l'use. Ça l'use. Oh. Et ça met beaucoup plus merde. de microplastique dans la bouteille que la bouteille elle-même en plastique. Incroyable. On n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. Comment? Ok. bon, voilà, on vous a bien fait flipper. Après, tu fais plus rien dans ta vie. Il faut quand même. Pareil, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est produit vaisselle pour laver le sol, c'est pareil. Parce qu'en fait, on ilane les trucs, c'est horrible aussi. Bon, bref, il y a tout un sujet là-dessus, on ne va pas faire le podcast là-dessus. Et il y a un autre énorme sujet, juste pour clôturer, vas-y. Qui est la moisissure. Ah ouais. Tout le monde sous-estime la moisissure. Tu as de la moisissure chez toi, machin qui remonte. C'est un des trucs les plus mauvais pour la santé qui existe. Oui, c'est les champignons. Donc, Et tu inhales ça, chroniquement, après, tu as des problèmes respiratoires, machin, ça peut faire des cancers, ça peut faire des trucs de malade. Nettoyer la moisissure, traiter la moisissure. Bon, magnifique. Voilà.
bon, ce qui est génial, c'est qu'on veut tous vivre peut-être un peu plus longtemps et en bonne santé. Est-ce que tu aurais un rêve, toi, d'être immortel? Alors, être immortel. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, oui. on n'est pas loin, de l'être. Tu sais, notamment avec l'IA, avec peut-être les corps robotiques, peut-être notre cerveau, on peut peut-être le transplanter. Enfin, tu sais, il y a tous ces trucs-là un peu qui fantasment, mais qui sont pas si loin que ça de se réaliser aujourd'hui. Le lab d'OpenAI vient de renverser l'âge d'une cellule, officiellement. Alors d'une cellule, in vitro, mais quand même. Ouais, mais bon. Est-ce que toi, alors déjà, l'immortalité n'existe pas. Pour une simple et bonne raison, c'est que la Terre a une date limite, l'univers a une date limite, etc. C'est vrai. Donc l'immortalité, comme on la conçoit, n'existe pas. Mais vivre 200 ans, 300 ans, 500 ans... Ouais, je suis chaud, je paye. Il paye. Moi, j'adore ça. Ah ouais. Ça d'ailleurs, l'immortalité, je sais que tous les plus grands de ce monde, c'est vraiment leur obsession, quoi. Ouais, mais comme je te dis, il n'y aura pas d'immortalité pour personne. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a des dates limites. Si même tu dis, OK, je vais me télécharger dans le cloud, machin, il y a un bug, il y a un problème, il y a une impulsion électromagnétique, machin, tu peux te faire effacer. La Terre a une date limite, etc. Donc l'immortalité au sens pur et dur n'existe pas. En plus, même si tu vis 500 ans, tu traverses la rue, tu te fais éclater par une voiture, tu meurs quand même, tu vois ce que je veux dire? Donc il y aura quand même des morts par accident, même si on arrive à étendre la vie. Après, par contre, étendre la vie, mais oui, peut-être c'est trop court, fais chier, tu vois? Ah, c'est clair. Moins de 150, 200 ans, je signe, en bonne santé. Encore plus qu'on est entrepreneur, j'ai l'impression. Parce que le temps passe plus vite. Parce qu'on est beaucoup dans l'action à faire des choses. Oui, et plus tu vis, plus le temps passe vite. Ah, je te le confirme. Mais tu sais que c'est très simple. Alors, c'est très simple. Ça, c'est expliqué d'une façon très simple et rationnelle. C'est-à-dire que plus tu vieillis, plus tu as d'expérience. On en revient toujours sur l'expérience. Un enfant de 10 ans, 1 an pour lui, c'est 10% de sa vie. Okay. Un papy de 100 ans, 1 an pour lui, c'est 1% de sa vie. Oui. Donc, la valeur perçue du temps est très supérieure pour un enfant. Et c'est pour ça que quand on était gamin, on avait l'impression que ça passait moins vite. Bah, c'est pas une impression. Ça passait vraiment moins vite par rapport à notre temps de vie total. Carrément. Ah, c'est fou. Si tu avais la certitude de vivre jusqu'à 200 ans, donc beaucoup plus, est-ce que tu changerais aujourd'hui ta façon de travailler? Si tu sais, voilà, bah, en fait, là, maintenant, aujourd'hui, je vais tripler ton espérance de vie. Je vais la tripler. Est-ce que tu aurais une vision des choses que tu fais aujourd'hui un peu différentes? Non, justement. C'est si tu me disais que j'avais la certitude de mourir dans 5 ans que je changerais ma façon de travailler. Plus cool, du coup? Bah ouais. Oui, parce que tu es, on peut le dire, multimillionnaire. On peut le dire ou pas? Oui, bon, je pense que, tu gagnes très bien ta que vie. les gens se doutent. Voilà, doute, oui. Voilà, bon bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc du coup, c'est vrai que tu pourrais aujourd'hui arrêter de travailler. Oui. Voilà. Donc c'est vrai que si on te dit, bon, il te reste plus que 5 ans… Bah ouais, tu te dis, bah vas-y, je vais faire le tour du monde, faire des trucs. Ouais. Et le but entrepreneurial est de grossir un truc, un peu comme dans un jeu vidéo, tu vois. De rendre des services ou des produits aux gens qui sont intéressants, de développer ta boîte. Il y a l'aventure aussi avec tes associés, salariés, machin. Donc cette aventure-là, elle fait du sens si elle a une continuité. Mais si demain on te dit elle s'arrête, c'est sûr parce que tu meurs, elle fait plus de sens cette aventure. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle fait encore plus de sens si tu vis plus longtemps. Et plus tu vis peu de temps, moins elle fait de sens. Plus elle devient désuète. On va dire, ok, bah, c'est bien joli, tu vas faire le nouvel iPhone et les gens seront contents, mais toi, t'es mort dans 2 semaines. On s'en fout, tu vois. Donc je pense que c'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe. J'ai une question plus personnelle. Oui. Je veux que tu prennes juste le temps de répondre. Je veux pas que tu répondes comme ça, que ça vienne tout de suite. Bon, ça vient tout de suite, mais… Parce qu'il a un cerveau qui fuse très vite. Hein. Pour ça, je dis ça. Il sait ce qu'il veut, le garçon. Est-ce qu'il te manque quelque chose dans ta vie? Alors, je vais prendre le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui te manque le plus dans cette putain de vie? Maintenant que tu as quasiment tout. Oh, je suis loin de tout avoir. Non, mais on va dire que pour la grande majorité des gens, tu as une vie… Oui, c'est toujours pareil. Quelle est ta référence? C'est sûr que en général… Si ma référence, c'est mon ancien collègue pompier à 1 480 € par mois, oui, j'ai tout. Et si ma référence, c'est Bill Gates, j'ai pas tout. Bien sûr. On va dire pour la grande moyenne des Français, on va dire, voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il te manque quelque chose? Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour être pleinement heureux, par exemple? Je te jure, je suis pas trop
dans la psychologie du manque. C'est-à-dire que si tu me dis, là, dans l'ascenseur, qu'est-ce qui te manque, je vais te dire des folies, je vais te dire un avion, un bateau, tu vois. Mais en vrai, ça manque pas. Ouais. Tu vois. Oui, c'est un jouet en plus, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as encore… Attends, je vais te poser peut-être la question un peu différemment. Est-ce que dans ta checklist, je sais que tu avais une checklist où tu te dis ça c'est coché. Par exemple, je m'en rappelle, une fois tu m'avais dit, moi dans ma vie, une fois dans ma vie, je vais avoir une Ferrari. Ouais. Check. Ouais. Est-ce que tu as encore des checks? Oui, j'en ai plein. Ah, tu peux nous en dire quelques-uns si c'est pas trop indiscret? Ouais, alors je vais te dire ce que je peux dire, mais oui, attends. Oui, ce que tu peux dire, bien sûr. Ne bouge pas. Tu vas me sortir un 380 transformé en salon. Un yacht de 100 millions d'euros. Mais c'est des conneries, hein, c'est des trucs de petits garçons. Hein. Ouais, c'est pas… attends, merci. Elle est où? Elle est là. Et j'ai mis un mot de passe dessus, carrément. Personne ne peut la regarder. Mais j'ai des conneries, regarde. Assister au décollage d'une fusée. Tu vois? Ah, je trouve ça génial. C'est des petits chèques à la con, tu vois? Ah, je trouve ça génial. Il y a un groupe que j'ai envie de voir en concert. Ok. Tu vois? Voler en jet militaire. Voler un jet militaire? Ouais. Attends, voler? Voler. Tu veux le voler? Non, pas le voler. Ah, tu veux voler dans un avion militaire? Oui, dans un jet. Parce que moi, je croyais que tu voulais le braquer. Le mec, il arrive, il rentre dans une base militaire. En ninja, vas-y, je te braque un avion militaire. Après, il y a des trucs à la con. Il y a des hôtels où je veux aller, il y a des lieux où je veux aller. Voilà, c'est des trucs comme ça, tu vois. C'est pas des folies, quoi. C'est juste des trucs que j'ai plus pas pris le temps de faire. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que je veux le faire. Tu vas faire la route 66. Ok. J'aurais pu le faire cet été, tu vois. Ouais, carrément. Voilà. Donc j'ai Ça pas va, de. C'est assez raisonnable. T'as un truc qui est complètement déraisonnable ou pas? Dans ta liste ou pas? Chasser des tornades dans la Tornado Valley. Ah, j'adore. Non, t'as ça? Ouais, j'ai ça. Ah, c'est incroyable. Comme dans Twister, là? Ouais. Ah, putain. Tu sais, je kifferais faire ça. Tu sais qu'il y a des mecs qui font ça avec des C'est voitures vrai blindées, etc. Ouais. Je kifferais faire ça. Faire un... Et si un jour… Ah ouais, non, mais alors ça moi, parce que moi, j'adore tout ce qui est géologie et tremblement de terre, Bah oui, grave. volcan et ça, c'est Tu génial. vois, c'est des trucs tout con. Incroyable. Ok. Je vais faire un Halo Jump. C'est High Altitude, Low Opening. C'est des sauts en parachute à très haute altitude. 10 Ah oui, 000, parce qu'il faut 12 dire 000. aussi que tu sautes tout le week-end quasiment en parachute. Ouais, ouais. Ça vient d'où ce plaisir de sauter en parachute? Parce que c'est comme un sport dangereux. Pour Moi, pas dire j'ai- que ce soit le sport le plus safe du monde. Ouais, mais c'est pas si dangereux qu'on pense. Ok. C'est un sport qui a beaucoup de procédures de sécurité qu'il faut respecter. C'est un sport qui demande des procédures. Mais en fait, moi, j'ai toujours fait des sports. Enfin, j'ai fait beaucoup de sports d'air. Mon élément, c'est l'air. Je suis pas un mec qui fait de la plongée, etc. Ok. Un peu de temps en temps, mais voilà. Mon élément où je suis bien, c'est l'air. J'ai beaucoup fait de trucs qui demandent des procédures. Moi, mon père m'a mis au pilotage à 13-14 ans. Je pilote à avion. Je pilote avion, planeur, ULM. Voilà. Et donc. C'est James Bond, le mec. Et James Bond. Et donc le parachute, c'est un truc qui se fait dans l'air où tu voles, non pas avec un instrument, mais avec ton corps. Alors tu as une très mauvaise finesse, tu voles très mal, mais tu voles. C'est-à-dire que tu peux quand même. Les gens disent tu tombes. Oui, tu tombes, mais tu peux influer sur ta chute. Une petite flottaison. Il y a une petite flottaison. C'est-à-dire que par exemple, si tu translates comme ça vers l'avant, sur un 4 km de chute libre, enfin pas 4 parce que tu vas pas ouvrir au sol, mais voilà, bref, tu as compris, tu peux te déplacer de quasiment 1 km en avant. Tu vois ce que je veux dire? Avec juste ton corps. Je te parle même pas de wingsuit, etc. Donc, et tu peux faire des figures, tu peux ralentir ta chute, accélérer ta chute, etc. etc. Donc il y a un peu de vol là-dedans. Et pour moi, c'est un peu la phase la plus pure du vol vu que t'as rien, quoi. Ouais. C'est ton corps. Donc tu sens vraiment les filets d'air, etc. Est-ce que tu as encore une toute petite appréhension au moment où tu sautes? Non. Ou plus du tout? Non. Tu sautes comme si tu… Tu as une appréhension si tu tu dois sautais faire. dans une piscine, quoi. Ouais. Tu as une appréhension si tu dois faire un truc que tu sais pas faire, Ok. ou s'il y a du danger sur les grands groupes, les trucs comme ça. Si tu as une nouvelle voile rapide, etc. En fait, que tu dois faire un truc que tu n'as pas l'habitude de faire, où peut y avoir du danger par rapport à ce truc-là. Plus tu sautes nombreux, et plus tu fais des trucs à haute vitesse, plus c'est dangereux. Parce qu'en fait, si tu te percutes, c'est là que c'est dangereux. Les gens pensent le parachute s'ouvre pas. Ça arrive pas. C'est pas un accident de parachute. Un accident de parachute, c'est jamais le parachute s'ouvre pas. Parce que déjà, t'en as deux. Et en plus, quand bien même ça pourrait arriver une double malfonction sur les deux parachutes, c'est 0,0001% des accidents. Ouais, c'est pas ça les accidents en parachute. Les accidents en parachute, c'est il y a deux mecs qui se sont pas vus, ils arrivent pleine balle comme ça. Il s'assomme. Et quand je te dis pleine balle, c'est vitesse relative. 200 km/h, j'imagine. Ouais, quasiment. Vitesse relative 100 km/h, tête-tête, quoi. Ouais. Donc là, c'est quoi? Et Perte donc de il conscience. s'assomme. Ouais. Et donc Et là, c'est fini. ça part en couille. Ouais.
Et voilà. Et là, ça peut être fini. Et tu ressens que tu as besoin de cette adrénaline? Ou, Ouais, c'est addictif. Hein, c'est addictif. Parce que tu as l'adrénaline, tu n'as pas la peur, mais tu as l'adrénaline, tu es concentré dans ton saut, etc. Tu as ce côté un peu apesanteur. C'est très fun à faire. Ben jump, tu as fait? Ben jump, j'ai pas fait, non. Ça te tenterait ou pas? Ça me tente. Ça me tente. Peut-être un peu plus dangereux, ça, non? Ouais, les gens autour de moi, ça les tente moins. Mais moi, ça me tente. Après, il y a plusieurs façons de faire du base jump. Hein. Okay. Il y a des façons très engagées, très risquées. Et il y a des façons de diminuer le risque. C'est toujours pareil, en fait. Regarde, prends un mec qui vole en wingsuit. Tu sautes d'un avion, tu voles en wingsuit. C'est quoi ça, la wingsuit? La wingsuit, c'est l'écureuil volant. Là. Ouais, voilà, ok. D'un avion, c'est assez peu dangereux. Okay, les gens, le matériel est super évolué, il y a des coachs, les gens peuvent se former, etc. Double parachute, machin. Maintenant, tu sautes de wingsuit d'une falaise avec un parachute de base jump. C'est déjà différent, t'en as qu'un, c'est pas le même fonctionnement. Il n'y a qu'un seul parachute? Ouais. Ah ouais. T'as pas le temps d'en avoir deux. Mais tu peux par exemple sauter d'un pont où tu as quand même 1000 mètres en dessous, machin. Ouais. C'est très différent de sauter d'une falaise et suivre le relief et passer à 1 mètre du sol. Tu vois? Donc c'est toi qui choisis ton niveau de risque aussi en base jump. Mais ça te brancherait peut-être. Ça me branche, mais pas au niveau comme certains mecs que je connais. Quoi. Oui, pour l'instant. Mais... Je connais des mecs, tu vois, les gars que tu vois sur internet, Red Bull, machin. Ouais. Voilà, j'en connais certains qui sautent à Dubaï de temps en temps avec moi, etc. Si t'es pas professionnel, c'est ta vie, tu fais 1000 sauts plus par an, tu vas te tuer en fait. C'est-à-dire qu'ils sont à un niveau d'engagement où c'est millimétrique. Et en faisant ça en loisir, tu peux pas atteindre ce niveau en fait. Il faut savoir aussi où on stand, tu vois. Si tu es en loisir, moi, une grosse année, je sais pas, je fais 200 sauts, tu vois. Vraiment 200, 300, j'ai une énorme année. J'ai pas le niveau du mec qui fait 1000 sauts par an qui a 10 000 sauts. Je l'aurai jamais. Il est professionnel. Donc lui, il peut passer à 1 mètre du relief. Et encore. Mais moi, non. C'est vrai qu'à Dubaï, on voit beaucoup de gens qui sautent du Burj Khalifa, de The Adresse, c'est l'hôtel là. Ouais, ils font le surf et qui partent. Ouais, c'est assez fou. Ok, écoute, c'est vraiment génial. On va terminer l'interview parce que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent beaucoup de gagner leur vie, d'être indépendants, d'avoir un peu ta vie, tu vois, d'être parti un peu de rien et d'avoir truc. Est-ce que tu aurais un conseil pour ces personnes-là qui aimeraient quitter leur job de salarié ou d'une vie qui leur plaise peut-être pas? Si toi, par exemple, demain, tu devais repartir à zéro, mettons, tu perds tout. Ouais. Comment tu t'y prendrais? J'attendrai pas le bon moment parce qu'il arrive jamais. Je m'y prendrais. Alors, passer le choc parce que si je perds tout, je t'avoue que franchement, je pense que je prends quelques mois où je me dis ça m'a saoulé. Ouais. Mais en vrai, vu que je vais quand même me faire chier, voilà, j'y vais quoi. Franchement, je mentalise pas trop. Hein. Je trouve une niche, je trouve un produit, j'étudie où je suis, même géographiquement, etc. Quelles sont les opportunités autour de moi, avec qui je veux le faire. Probablement les mêmes, hein, en vrai. Hein. Et puis voilà, il ne faut pas trop réfléchir, il ne faut pas trop mentaliser parce que en vrai, tu vas toujours changer. Vraiment, le business plan que tu fais à 5 ans et tu l'exécutes comme il est sur le papier n'existe pas. Jamais. Jamais, il n'existe pas. C'est vrai. Donc vraiment, tu y vas. Tu te jettes, un petit peu comme en parachute, tu vois, tu te jettes. Ce qui fait peur en parachute, c'est de mentaliser le moment où tu vas sauter. Tu vois, même tous les mecs en tandem, ils sont, l'avion monte, etc., ils sont en sueur, là ça s'ouvre, il y a le bruit de celui qui est avant, parce que quand la personne qui est avant saute, ça fait une espèce de... Alors ils ont là, ils mentalisent ce moment. Mais dès qu'ils ont sauté, au bout de 4-5 secondes, ça s'est stabilisé, ça y est, il n'y a plus aucune peur. C'est un peu la même chose. Pas trop mentaliser ce moment, on y va, on lance, on voit ce qui se passe. Et de toute façon, il va falloir faire 1000 ajustements au fur et à mesure. Tu as une phrase, un mantra que tu te dis souvent, tous les jours ou pas? Quelque chose qui t'inspire, une phrase où... Pas trop, mais là, tu vois, en lien avec ce qu'on vient de dire, il y a une phrase qu'on utilise beaucoup dans l'armée, chez les pompiers, en dev perso, etc. C'est l'action guérit la peur. Et c'est vrai. C'est-à-dire que, en fait, quand tu es dans l'action, tu n'as plus peur parce que tu n'as pas le temps d'avoir peur. Vrai. Et ça, c'est un point commun que je vois avec tous les entrepreneurs généralement, c'est que l'action est vraiment la clé pour tout avoir. Et aujourd'hui, ce qui vous sépare en fait de vos rêves, en fait, c'est cette putain d'action et puis une date au final. Donc, tu aurais un dernier mot à dire ou pas? Franchement, l'action guérit la peur, c'est un dernier mot qui est incroyable. C'est pas faux. Merci beaucoup Yann. Merci à toi. C'était très enrichissant. Merci beaucoup.
Voilà, cette interview se termine avec Yann Darwin. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On répondra avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de liker, partager. Et je vous dis à très très vite.